Allez, première question. Pourquoi les bureaux de tabac ont-ils tous une enseigne avec un losange rouge ? Et dans le public, vous allez pouvoir jouer aussi. Réponse A. Parce que ça ressemble à une carotte, la même que tu vas prendre quand tu achètes ton paquet de clopes. 10 balles le cancer, ça fait quand même bien chier. Réponse B. Parce que la Croix-Rouge, t'es déjà pris par la médecine. Le Moulin Rouge, t'es déjà pris par les copines. La Place Rouge, t'es déjà pris par le Poutine. Ou Lénine, ouais, si tu veux. Bon ben voilà, en fait, il restait que ça. Réponse C. Parce qu'avant, le tabac, ça se vendait sous forme de larges feuilles enroulées les unes sur les autres qui donnaient cette forme de losange. Ouais. Alors, mon petit Romain. Bah, je partirais quand même sur la troisième, même si la deuxième est géniale. Anne, tu dirais quoi ? Pareil comme Romain. Oh là, elle va tout dire comme toi. C'est moi l'influenceur. Bon, en même temps, tes questions sont sympas, Rémi, mais la question, la réponse généralement est assez indiquée. C'est pas vrai, on s'est fait humilier 2-3 fois quand même. C'est vrai qu'il fait des feintes. Il fait un Ah oui, c'est vrai qu'il fait des feintes. Non, bon, allez, moi je suis la majorité là pour l'instant. Donc la réponse C dans le public, à main levée, ouais, réponse C aussi. Putain, toutes ces mains, attendez, faut qu'on compte. Oh là là, il y a 3000 mains, c'est trop chaud. Eh bien, vous avez raison, la réponse était la C. Le tabac, en fait, il était originaire d'Amérique et il est arrivé en Europe au XVIe siècle, devant les stations de métro direct, tu sais, en mode de Marlboro. Tu le connais Super raciste que tu as fait. Oh, la blague de Christian Clavier. Au siècle suivant, Colbert, le ministre de Louis XIV, s'est rendu compte que l'État français avait beaucoup à gagner avec le commerce du tabac et comme ce bon roi Louis XIV souffrait d'une fistule anale, il s'est dit que ces sujets pourraient eux aussi avoir un petit peu mal au cul de temps en temps, en mode full soutien. Donc les seuls lieux officiels pour acheter du tabac, ils étaient indiqués par cette fameuse carotte rouge, qui était parfois même marron au début, pour sa ressemblance avec les feuilles de tabac enroulées les unes sur les autres et que les clients devaient même râper pour obtenir des brins à chiquer ou pour mettre dans une pipe. Voilà. Et c'est pourquoi de nombreux bars et bars tabac s'appellent le Balto. Ah non. Ouais. Vas-y. Chelou comme nom, non ? Pourquoi ? Vous avez jamais vu des bars qui s'appellent le Balto ? Si, Il y a ouais, plein de pourquoi ? Balto. Hein. Ah non, je Parce que c'était une marque de clopes qui s'appelait Balto, puis qui en fait sponsorisait le bar tabac pour porter ce nom, tu vois. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on a plein de Balto en France, en fait. D'accord. Et alors, petit truc en plus, en 1906, l'État français a rendu cette enseigne obligatoire pour tous les débitants de tabac. Donc c'est pour ça que vous la retrouvez partout. Et si un jour vous passez à côté du Louvre, il y a un petit marchand de tabac qui s'appelle La Civette, donc c'est le plus vieux marchand de tabac de Paris, ça remonte à l'ancien régime, je pense que ça remonte à l'époque Louis XV peut-être quoi. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup de rentrer dedans parce que si vous allez dans la cave, j'ai vu des cigares à l'unité à 700 balles. Punaise. Voilà, c'est tout. Et ça fait cher le cancer là. Si vous cherchez ça sur YouTube, vous tapez La Civette Didier Bourdon, vous voyez Didier Bourdon fumer un gros j'ai cigare. vu ça. Ouais. C'est un truc où ils testent des cigares pas chers et des cigares très chers. Et c'est dans la civette, je crois. Ouais, le tabac, quand même, symbole de la mondialisation, un produit qui vient d'Amérique, qui est vendu maintenant en France par des Chinois. Voilà. Et tiens, petit fun fact, au XVIe siècle, c'est Jean Nicot qui était ambassadeur de France au Portugal. C'est lui qui a importé le tabac du Portugal vers la France. Et la reine Catherine de Médicis, elle est devenue accro à cette plante, qu'on a appelée d'ailleurs l'herbe à Nico, pour le mec, là, Jean Nicot. Ouais. Et plus tard, ça a donné la nicotine, pour donner la substance dans le tabac. Ah ouais, ouais les gars. Allez, en fait, tu fais du feuilleté d'infos, quoi. Tu lâches pas tout de suite. C'est bien ça. Attention, deuxième question. Qui a inventé la tarte tatin ? Réponse A. C'est le mec qui a giflé Macron à Tain-l'Hermitage dans la Drôme la semaine dernière. Du coup, le président de la République s'est pris une tarte tatin. Réponse B. Un clown magicien en mode « Regarde bien cette tarte, mon petit. T'as vu ta gueule, y a rien. » Il lui a mis en pleine gueule, il a fait « Tada !» Voilà. Ça vous donne l'idée de la réponse. Ou la C. Stéphanie Tatin, une cuisinière un peu quiche, pas foutue de faire une vraie tarte en suivant une recette sur marmiton.fr. Mais c'est ouf, Parce que les trois, j'avais l'impression que c'était des conneries. On a quand même des blagues très proches sans se consulter. Hein. Quiche, tarte tatin. Mais c'est pas les sœurs, c'était pas les sœurs Tatin. Ah ben ça, je sais pas. Moi, je crois que c'est deux sœurs, pas juste Stéphanie. Mais donc toi, ça serait plutôt la C alors. Ouais. Ok, Anne, tu dirais quoi ? J'ai envie de dire la C, mais j'aime bien l'histoire du clown. Je vais dire le clown, la B, allez. Ok. Romain ? Je vais prendre la première, moi. J'aime bien le principe que Macron ait pris une tarte tatin. Je les trouve vraiment bien. Le public a main levée, la A, la B, la C. Le public n'a pas compris la question. Bon, en même temps, à main levée pour répondre A, B ou C, c'est difficile, quoi.
C'est main gauche A. Ah, ouais. Non, c'est bon, parce que je vois très bien où va aller cette blague, vu qu'il y a 3 réponses. Donc, Allez, je vous donne la réponse, c'était la C. À la fin du 19e siècle, les sœurs Tatin, donc tu avais raison Josquin, Caroline et Stéphanie tenaient un hôtel-restaurant situé en face de la gare de Lamotte-Beuvron, au sud d'Orléans. Et un midi, Stéphanie, l'aînée, oublie de préparer le dessert. Alors vite, elle fout des pommes dans un moule, elle sucre et hop, tout ça au four. Puis elle se rend compte qu'en fait, elle a oublié la pâte à tarte. Donc elle ouvre le four, elle dépose la pâte sur les pommes en mode vas-y, balai que ça passe, personne ne verra. À la fin de la cuisson, pour réparer sa connerie, elle retourne la tarte, genre vraiment ni vu ni connu. Et par chance, c'était croustillant et délicieusement caramélisé. Une belle réussite, quoi. En fait, c'est un génie, la meuf. Comme beaucoup de choses, c'est souvent sur une erreur que... Ouais, parce que tu fais ça avec une quiche, pour le coup, t'as l'air con, quoi. C'est souvent une erreur que... Ouais, c'est comme les vaccins. Non, il n'y a pas eu le vaccin contre... Alors, je pense pas, mais après, il y a des choses comme le four à micro-ondes, des choses comme ça, c'est des trucs où c'est une erreur, en fait, et ça donne une invention. Mais si, contre la peste, non, contre le... Il y a eu un vaccin... ça n'a pas été fait exprès, c'est que les bactéries se sont mélangées et puis j'ai déjà entendu cette histoire. Oui, mais mais c'est pas un vaccin, c'est merde. Putain, c'est les antibiotiques, c'est la naissance des antibiotiques parce que le mec avait laissé traîner des trucs, ça a fait une moisissure. les il a boîtes de réalisé que la Petri, moisissure. ouais. Merde, comment ça s'appelle? Ça a remplacé les sulfamines, là, ça a apparu juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Le mec a trouvé ça, putain, on en a parlé en plus. Hein. C'est pas Pasteur, je vais dire des conneries. Non, Pasteur, c'est le vaccin, donc ça c'est Ok. 19e, mais c'est le vaccin. Corps. Là, c'est les antibiotiques. Corps, c'est celui qui a découvert le corps. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais donc c'est pas ça. C'est, je me rappelle plus. on a que des infos vérifiées, hein, vous avez vu. Non, mais c'est le début des Tout est antibiotiques. carré sur les infos. Ouais. Et ça a été trouvé par un Américain, et du coup, ça a permis notamment aux soldats américains de pouvoir aller se battre sans avoir la chaude-pisse, la syphilis, et des trucs comme ça. C'est. Alors moi j'ai un petit fun fact qui est vrai pour le coup, hein, parce que vous n'êtes pas trop sûr de vos infos là apparemment. Bah, Si. j'ai juste pas le nom de ce que c'est, mais Oh, si, c'est là, complètement ça. Ça a été trouvé par erreur, quoi. C'est de la sérendipité. D'accord. Il est bien ce mot. Oh, pardon. Du coup, tu disais. Donc en fait, juste le petit fun fact par rapport à ma tarte tatin, c'est qu'en fait, il y a un jeu qui est né avec les moules. Je parle pas de club échangiste, tout ça, on est d'accord? C'est un échange. Le frisbee, les gars. Le frisbee, c'est né comme ça. C'est des mecs, c'est des étudiants qui se lançaient des moules à tarte dans la gueule. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le frisbee. Moi, je voyais les moules, la moule. Ouais, la moule aussi, truc ouais. de mer. On était sur un petit gâteau là, on n'était pas sur, sur un bivalve. Moi, c'est ça. J'avais une équation, une tarte tatin, une moule, un frisbee. Ouais, Je sais pas, arriver à trouver Qu'un moulox. Bon, on y va pour la troisième question. Autrefois, quelle ville était spécialisée pour la fabrication de la cire de bougie? Réponse A. En fait, tu connais, c'est Frey, Starbougey, fief de Swagman, du coup, une commune située dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Réponse B. À Bougie, en fait, Béjaïa, en Algérie, tellement réputée qu'on ne disait pas cire de chandelle, mais cire de bougie. Mais bizarrement, on n'a jamais vu les Algériens avec une bougie plutôt qu'un drapeau. Réponse C. À Syracuse, en Sicile, avec le slogan que vous connaissez tous, du coup, beaucoup de cire et pas beaucoup de cuse. Voilà. Moi, je dis la B. Elle est trop bien. La B, Josquin, tu dis quoi? Allez aussi, les rebeux. Ok. Et toi, Romain, tu dis quoi? Je veux dire Syracuse. Ok. Le public a main levée. Vous dites la Syracuse. A, la B. Ok, la C. Non, c'est bon. Eh bien, effectivement, c'était la réponse B, Béjaïa en Algérie, en fait, qui se dit c'est la ville de Bougie. Et en fait, il y a plein de villes comme ça qui ont donné leur nom à un produit. On va voir, on va jouer un petit peu là. En 1670, il y a un carrosse à capote mobile qui a été conçu dans une ville allemande. À Berlin, ça a donné... La voiture. La berline. La berline, bien sûr. Putain, nice. Au XVIe siècle, il y a du cuir de chèvre souple et solide qui a été importé de la ville espagnole de Cordoue. Et ceux qui travaillaient le cuir de Cordoue sont devenus... Des cordonniers. Bravo, Anne. Trop cool. La ville irakienne de Mossoul, elle fabriquait des tissus légers en coton. Ils étaient vendus en Europe sous le nom de... Il est un peu plus dur. En fait, le truc, c'est que je sais qu'à un moment ou un autre, il y a un jeu de mots de merde qui va partir. Je vous donne un indice, ça n'a rien à voir avec la purée. Rien à voir avec. Et ouais, Mossoul, mousseline, bravo. Elle est forte, Anne, elle est en train de vous péter. Les gars. Au Moyen-Âge, la ville italienne de Faenza était connue pour ses poteries émaillées. Les la faïence. Les faïences, tout ça pour finir en chiotte JC Déco. Bien wesh. Et une petite dernière, allez, depuis le 19e siècle, dans quelle ville anglaise fabrique-t-on du carton d'excellente qualité?
Bristol. Cambridge. Bristol, bien joué. Toi, tu écris sur du Cambridge? Ah oui, non, c'est les cahiers Oxford. Ouais, c'est ça en plus. En plus. Et la petite dernière, on l'avait déjà dit dans l'émission, mais c'était l'épisode 2, c'était il y a longtemps. C'est pendant la peste noire, du coup, les cimetières sont complètement débordés. On envoie les cadavres à Paris, donc sur le fleuve, dans des espèces de petites boîtes en direction de Corbeil-Essonnes. Et ça donne le Corbillard. Corbillard. Ouais, Non. c'est- Ouais, on l'avait dit ça, c'est vrai. Alors, mais je trouve. On a dit plein de choses dans cette émission. Ouais, mais je la trouve cool, Incroyable. celle-là. J'ai peur que les auditeurs la manquent. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent là par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur le tabac, la bougie? Moi, sur le tabac, je crois que ça s'est démocratisé. Enfin, j'aimerais. Enfin, j'ai une petite info, mais pareil, comme tu peux constater, très précise. Nefertiti chic. Non, mais en fait, avant, tu pouvais pas. C'était mal vu de fumer pour les femmes, tu sais, en communauté, etc. C'était les prostituées qui fumaient, les courtisanes ou les actrices, enfin, les comédiennes, etc. À partir de quand c'est devenu. À partir de quand ça s'est démocratisé, le truc? Vous savez ou pas? Je sais pas. Ah, Le truc, c'est que ça dépend de quelle époque on parle. Parce que je pense qu'une femme qui fume, c'est mal vu jusque de mai 68. Jusqu'à enfin. maintenant, même. Non, jusqu'à main. arrêtez. Non, mais pas. Non, mais En vrai. Non, mais suivant les endroits, tu sais, t'as des gars. Bah non, mais c'est ne serait-ce que la vieille génération. nos certains- touristes américains, t'as peu de femmes. Déjà, les Américains qui bah fument à mort fument plus. Ouais. Il y a très peu de femmes qui fument. Ouais, Mais ouais. non, mais je pense qu'à l'époque de nos parents, c'était déjà pas hyper bien vu. Je pense qu'en tout cas, pour ce qui est du 20e, c'est les années 50-60, la libération, honte sexuelle, etc. Après, à l'époque où ça fumait des grandes pipes en tabac et tout, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais. Parce que Bah, c'était mais- réputé, tu sais, dans les bordels, tu vois les Ouais, ouais, ouais. prostituées fumer et tout, mais tu voyais pas les gens fumer dans la rue ou les femmes ne fumaient pas. Les hommes avaient peut-être des cigares ou des choses comme ça, mais. Bah, je pense qu'à l'époque du 18e machin, Louis XIV, ça, j'en sais absolument rien. Par contre, ouais, 19e, 20e, je pense que là, c'est un truc d'homme ou de femme de mauvaise vie, quoi, de fumer. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.